On commence par la Ligue 1 et on se regarde ce classement. Ça commence à se dessiner petit à petit. Alors on le voit. C'est vrai. Bon, Là, pour le, tout rentre ouais. dans l'ordre, on va dire. Nantes qui intègre la première partie de tableau et Rennes et Bordeaux derrière le Grand Nantes. Donc, on peut dire que tout est dans la normalité. Il a fait comme Nantes, il s'est introduit dans le truc, il a tout cassé pour venir placer son équipe. Non, mais en tout cas, c'est sûr qu'on voit que Nantes revient dans la première partie. C'est beau à voir. Le PSG et l'OM qui dominent donc ce classement, Lens toujours bien dans le coup. Angers et Nice en embuscade bien présents. Clermont qui se maintient bien dans ce début de saison, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis on le voit hein, de l'autre côté, bien sûr, des équipes qui patinent toujours. Monaco, Lille, Rennes, Bordeaux, Saint-Etienne quand même dans la deuxième partie. Ça fait beaucoup d'équipes en difficulté. On sera d'ailleurs avec un supporter lillois qui va venir un petit peu nous parler lui aussi de la situation du LOSC parce que ça veut pas démarrer, ça veut pas se lancer. Les amis, est-ce que vous avez un petit mot à dire là sur ce classement, surtout sur cette deuxième partie quand même hein En deuxième partie, il y a des équipes qu'on n'attendait pas trop ici. Lille, Rennes, Monaco qui se tiennent les 3 en 5 points. Après, il y a des équipes qui étaient plutôt pas mal ces dernières années et qui ont l'air de partir pour une saison galère. Je pense notamment à Metz, franchement. Ouais. Metz, ces dernières années, depuis qu'ils étaient remontés, c'était une valeur sympa de la Ligue 1. Antonetti, son équipe jouait globalement assez bien. Il réussissait à se maintenir fort. Maintenant, t'es qu'à 3 points, il me semble, en 6 journées. 3 points sur 18, c'est extrêmement faible. Quand on sait qu'en général, voilà, la relégation, c'est quoi, 40, 42, peut-être un peu plus. Il va falloir au bout d'un moment s'activer au niveau messin et voir des éventuelles solutions. Pour être honnête, je les ai pas suffisamment regardés pour pouvoir te dire exactement ce qui, à mon sens, leur manque. Mais on a beaucoup de gros qui mettent du temps à démarrer, donc à savoir les 3 gros que je viens de citer. Il y a Lyon qui a mal commencé, qui est en train de reprendre un peu du poil de la bête malgré la défaite hier. Et après, derrière, tu as 2 locomotives. La seule chose personnellement que j'ai à dire sur ce classement, et si je devais noter une équipe, celle qui m'a le plus impressionné à l'heure actuelle en termes de jeu et de ce qu'ils proposent et de la manière dont ils dominent collectivement leurs adversaires, si on met Paris à part, même si je trouve que Paris faisait pas des preuves non plus incroyables, c'est Marseille. Marseille, franchement, à l'heure actuelle, j'aime beaucoup la manière dont ils jouent, j'aime beaucoup ce que je vois quand je les vois jouer, la manière dont ils dominent collectivement, dont ils éteignent les équipes qui jouent. Là, ils viennent enchaîner Monaco, Rennes, etc. en jouant de cette manière. Franchement, c'est propre. Hein. Alors justement, Bruce, et après on parlera bien sûr du carton de Nantes face à Angers. Restons sur Marseille. Kanto, faut qu'on en discute. Quelle est un petit peu la recette qu'a trouvé Sampaoli justement pour faire adhérer les joueurs à son projet? On a vu qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés cet été, notamment Luan Pérez. C'est celui qui fait parler un petit peu tout le monde. C'est celui qui régale. C'est celui qui est capable, voilà, d'éclairer le jeu de l'OM depuis sa position. Kanto, où est-ce qu'on en est? Bah écoute, où est-ce qu'on en est? Déjà, le premier bilan qu'on peut faire, c'est que défensivement, c'était un petit peu la principale interrogation et finalement, on s'en sort pas trop mal. Surtout que on a quand même de quoi doubler les postes. Quand tu as des joueurs de la qualité de Saliba, Luan Pérez, Alvaro, tu as Tchaleta Tsar qui est sur le banc. Tu peux aussi prendre en compte Balerdi, Camara qui peut jouer défenseur central. C'est vrai que tu as beaucoup de densité dans le secteur défensif. Tu as des postes qui sont doublés. Au milieu de terrain également, tu as des joueurs avec un esprit assez grinta. On a vu Guendouzi, bon, on en a déjà parlé il y a quelques semaines. C'est ces joueurs de l'ombre qui viennent mettre des petits coups par-ci, des petits coups par-là, mais qui peuvent te faire gagner des matchs. Des garçons comme Harit qui a accepté de baisser son salaire pour venir jouer à l'OM. Voilà, on a vraiment une osmose un petit peu particulière. Puis après, bon, ben voilà, sur la manière de jouer, c'est vrai qu'on passe énormément sur les côtés. C'est ce qui nous a manqué les autres années. On se rappelle, hein, on a eu Maxime Lopez qui est venu la semaine dernière dans l'émission. Maxime, il a déjà joué ailier à l'Olympique de Marseille. Valère Germain a déjà joué ailier à l'Olympique de Marseille. On a eu du Clinton Ng, on a eu du Nemanja Radonjic. C'est vrai que maintenant, on se retrouve quand même avec des joueurs de côté un petit peu plus qualitatifs que Valère Germain, par exemple, sur le côté, avec notamment des Luis Enrique, des Conrad de la Fuente, Sanji Zunder, avec des Lirola. Et du coup, c'est vrai qu'on s'appuie énormément sur les côtés. Et d'ailleurs, si on prend le match contre Rennes, la première véritable occasion, c'est le milieu de terrain qui vient également apporter quelque chose. Enfin, dire, tu as des attaques qui viennent du côté ou tu as Payet qui vient couper la trajectoire et qui cadre pas. Le premier but, c'est un centre. Et là, cette fois, c'est Dieng qui vient couper l'action. Mais tu as aussi ce milieu de terrain qu'il ne faut pas oublier, qui défend bien, qui ratisse beaucoup de ballons, mais surtout qui arrive à se projeter. Si tu regardes le match contre Rennes, tu as la première opportunité, justement, c'est pas Gay, c'est une frappe de loin. Tu as Guendouzi qui met une frappe sur la transversale et c'est également une frappe lointaine. Donc tu sens que dans cette équipe-là, il y a un jeu très vertical. On a envie de jouer vers l'avant, on a envie de jouer dans la percussion,
mais le danger ne vient pas que des côtés, il vient de l'axe, il vient d'absolument partout, quoi. Depuis le début de la saison, Zach, Bruce, Zal, enfin tout le monde en parle, en bien de cette équipe de l'OM. Bruce, c'est quand même en ce moment vraiment l'équipe à suivre, hein. Non, ouais, non, bah là, c'est sûr que je vais pas faire original. Tout a été dit. Ils ont très bien résumé ça. C'est l'équipe, pour moi, la plus impressionnante du championnat jusqu'à maintenant. Bon, Paris, c'est censé être bien sûr au-dessus, mais en termes de jeu, d'intention, d'intensité, tout ce que tu veux, c'est vrai que c'est la meilleure équipe de ce début de championnat pour moi. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Puis en plus de ça, ils ont une profondeur de banc. À chaque fois qu'il y a un joueur joue, bah, il fait le boulot. Non, c'est très fort. C'est très fort. Donc, hâte de voir, ça va tenir comme ça toute la saison. Mais perso, je me fais vraiment pas de soucis pour eux. Parce que tu sens que le groupe vit bien, comme on dit. On rigole souvent de ça, justement. Mais le groupe vit vraiment bien. Tout le monde tire dans le même sens. En plus, les supporters, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi y a une ambiance heureux. de ouf, Donc, hein. l'ambiance, l'entraîneur, tout. Enfin, tu sens que tout fonctionne bien, quoi. Et quand Marseille est comme ça, c'est très dur à arrêter. Autant quand le club tourne pas et que les supporters commencent à gueuler et tout, tu le sens que la pression peut être énorme sur les joueurs et ça peut être une catastrophe. Autant quand tout va bien comme ça à Marseille, c'est l'effet inverse et ça peut très très bien fonctionner. Ça devient très dur à stopper. Ouais. Donc moi perso, je les vois deuxième du championnat pareil. sans trop trembler parce que honnêtement, je vois pas ce qui pourrait en fait les stopper et vraiment qu'ils aient une spirale négative de plusieurs matchs, tu vois. Je les vois pas sur une série de matchs de défaites ou quoi, tu vois. Il y aura quelques accidents, il y aura quelques défaites, bien sûr, mais ça sera pas des séries de mauvais résultats, quoi. Donc, en termes de régularité, moi, je les vois derrière Paris. Je vous propose juste d'accueillir notre supporter lillois parce que parmi les mésaventures un petit peu des gros en Ligue 1, il y a le LOSC et ça se passe pas bien en ce moment. On a Max avec nous qui va venir nous en parler un petit peu. Max, est-ce que tu es là? Ouais. Salut. Yes. Salut Max. Salut à tous. Bienvenue à toi dans Hors-jeu. Alors justement, voilà, vous le savez, merci. on vous donne la parole. J'ai vu quelqu'un justement réagir aussi par rapport à Saint-Etienne. C'était un peu le match de la peur entre Bordeaux et Saint-Etienne ce week-end aussi, qui s'est terminé carrément dans la pluie, pour ne pas dire dans la boue. Mais voilà, si vous avez envie de venir vous décharger, vous libérer, n'hésitez pas. Hors-jeu, c'est là pour ça. On est là pour parler tranquillement des clubs qu'on aime. On revoit les résultats. Alors Max, dis-nous clairement pour le LOSC, selon toi en ce moment, qu'est-ce qui va pas? On a déjà à de nombreuses reprises évoqué le LOSC, on a parlé du match en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui pour toi ne va pas en ce moment? Bah pour moi, il y a tout qui va pas, hein, clairement. L'envie des joueurs, on n'est pas dedans. À part 2-3 joueurs, je dirais Sheka et Grebic, qui pour moi font une saison pour l'instant assez correcte. C'est les deux sur qui on peut pas vraiment cracher dessus, voire peut-être Jonathan David aussi, qui fait quelques bons matchs. Gourvenec, c'est plus possible, hein. C'est déjà plus possible. Ah non, c'est pas normal. Et pourtant, là, je retourne ma veste parce que moi, en début de saison, j'y croyais. J'en ai parlé à quelques personnes et j'y croyais en Gourvenec. Contre Wolfsburg, pour moi, on a fait un bon match, mais devant, on n'est pas assez tueur. On avait retrouvé un peu ce côté défensif de l'année dernière avec Fonte et Botman qui se sont mis au niveau. Ouais, c'est ça, très solide même. Mais clairement, devant, c'est pas possible. Et non, Gourvenec, non, c'est plus possible. Le président, je cracherai pas dessus sur les temps parce que pour moi, c'est pas forcément de sa faute. Au niveau du mercato, on n'a quasiment pas fait de mercato à part le latéral gauche, là, Gudmundsson, mais parce qu'on n'a pas d'argent. Au niveau de la DNCG, il nous a remis assez bien, je pense. Enfin, on est moins mal que l'année dernière. Mais ouais, non, moi, pour l'instant, Gourvenec et même l'envie des joueurs, la façon de jouer, en fait, il n'y a rien qui va, c'est pas possible. Ce 4-4-2, j'en peux plus. Hein. Bruce, Lille, est-ce que tu es d'accord avec ce que nous dit Max, toi, personnellement? Est-ce que tu cibles un petit peu les mêmes soucis? Qu'est-ce qui manque, en fait? Est-ce que c'est vraiment une histoire de motivation? Est-ce que le changement entre les deux saisons et une équipe qui a été laissée, pas à l'abandon, mais une équipe qui a été laissée dans un certain schéma et qui n'arrive plus justement à repartir parce que le maître à bord est plus là? T'en penses quoi, toi? Non, après, je pense qu'il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Lille, l'année dernière, ils étaient, je pense, à 110, 120%. C'était max réussite, tout allait bien. Après, ils faisaient le boulot, il n'y a rien à dire, ils étaient bons, mais ils avaient toute la réussite du monde parce qu'aussi, peut-être, il a provoqué. Cette année, on le voit, il y a zéro réussite, à l'image de Bourak, par exemple, qui est plein de bonne volonté, comme souvent, mais tu le vois à chaque fois, il rate des occasions ou des choses, ou peut-être la saison passée, ça aurait fini au fond, et forcément, ça fait la diff. Après, c'est sûr que Galtier, c'est pas anodin, on va pas se mentir, hein.
voilà, on sait tout ce qu'il est capable de faire et on a vu ce qu'il avait fait. Donc forcément, c'était une grosse claque pour Lille. Après, moi, honnêtement, je ne pensais pas qu'ils allaient faire un si mauvais début de saison pour autant, parce que mine de rien, même s'il y a eu quelques pertes, il n'y a pas eu voilà, il n'y a pas eu une révolution au sein de l'effectif non plus. Il n'y a pas eu 150 changements. Donc, je pense quand même qu'ils ne sont pas à leur place. Mais voilà, on connaît le foot, ça va vite dans les deux sens. Quand tout va bien, tu as la réussite, etc. Quand ça va moins bien, tu te mets à douter et ça se ressent au niveau de l'équipe. Et bizarrement, les ballons, ils vont moins au fond. Et puis, tu peux te faire punir aussi sur pas grand-chose. Donc, tu te mets à douter. Donc, voilà, je pense que c'est un début de saison qui est mauvais, voilà, tout simplement. Après, je pense qu'à un moment, ça ira un petit peu mieux. Mais c'est sûr que voilà, fallait peut-être pas s'attendre à ce que Lille refasse une saison du niveau de la saison passée, parce qu'ils étaient peut-être aussi un peu en sur-régime, même si encore une fois, je leur enlève pas le mérite et ils avaient fait une saison incroyable. Le souci, c'est qu'il va falloir que les véritables cadres et leaders de vestiaire de cette équipe arrivent à monter au créneau pour insuffler un souffle nouveau à cette équipe lilloise qui, comme tu l'as très bien dit, Braque, l'année dernière a fait une très bonne saison, jouait très bien au foot, mais avec un entraîneur différent et surtout avec une réussite assez insolente, avec un Burak Yılmaz qui te marquait des buts incroyables, qui pouvait débloquer la situation sur des coups francs, avec des barreaux d'honneur du côté de Bamba, du côté de Ikoné, du côté de Luis Araujo, avec un Renato Sanchez qui a brillé toute la saison, avec un Youssouf Yazice qui souvent, lorsqu'il rentrait ou lorsqu'il était titulaire, arrivait à débloquer les situations par de très bons matchs, par de très bonnes performances. Et là, on voit que quand tout est un petit peu moins bien articulé, on commence à avoir des doutes, on commence à se poser des questions. Et c'est pour ça que, à mon sens, les 4 vrais leaders de vestiaire, que sont José Fonté, que sont Cheka, que sont Benjamin André et que sont Burak Yılmaz, doivent arriver à encadrer cette équipe, à encadrer les jeunes et à permettre à cette équipe lilloise de reprendre confiance et d'avoir un souffle nouveau. Et je pense aussi que le retour, par exemple, d'un joueur comme Renato Sanchez peut apporter ce souffle nouveau, puisque Renato sort d'une saison qui, pour moi, est assez stratosphérique, et que si ce Renato parvient, par son jeu et par son génie, à débloquer les situations, il peut arriver à remettre le LOS sur les bons rails. Et sans oublier, juste pour ajouter, ce qu'on n'a pas trop parlé, mais un mec comme Maignan, je vois l'impact qu'il a déjà aussi à l'AC Milan, par exemple. Et c'est un vrai taulier. Je vois même son comportement et tout. Honnêtement, c'est un putain de gardien. Parce que là, tu le vois à un étage un peu supérieur. Et au-delà de ça, il s'est déjà imposé. C'est en mode, tu as l'impression, il est là depuis 2 ans, depuis 2-3 ans. C'est un truc de fou. Tout le monde l'a accepté. Il est très fort. Il a ce rôle. Il n'hésite pas à mettre des coups de pression, etc. Et il dégage déjà un truc. Ouais, c'est un mec qui rassure beaucoup. Et je suis très content de l'avoir aujourd'hui à l'AC Milan. Alors, avant de conclure, bien sûr, la page Ligue 1, comme d'habitude, Bruce, on aime bien quand t'as le sourire et ça s'est très très bien passé pour Nantes. Du coup, il faut que tu nous fasses un petit peu le fameux résumé Canary. Écoute, très content. Oui. C'était la régalade, c'était un match complètement fou. Voilà, une première mi-temps assez folle. On a un Blas qui, comme je dis, de toute façon est au-dessus du lot pour moi, qui continue à régaler. Kolo Muani qui a été juste stratosphérique. Je sais pas si vous avez vu son but ou plein de sang-froid. Il a fait Twitter le but. Incroyable. Voilà, c'est un joueur qui a quelque chose de spécial. Lui aussi la passe D pour Blas. Voilà, c'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses et moi je suis très fan. Et encore une fois, je pense que le club qui va mettre la main dessus parce qu'il arrive en fin de contrat fera une très belle affaire. Voilà, donc honnêtement, on en avait parlé parce que Zach, il avait vu le match Lyon-Nantes notamment, où Nantes n'avait pas fait un mauvais match, mais n'était pas en réussite. Contre Nice, honnêtement, Nantes avait bien mieux joué que Nice, mais la réussite n'était pas là. Je trouve que Nantes, en ce début de saison, joue bien, sincèrement. Voilà, alors il n'y avait pas forcément les résultats, parce que manque d'efficacité, là, tu as tout qui rentre. Quand tu fais un tir, un but, le foot, ça devient beaucoup plus facile. Parce qu'en termes de jeu proposé, alors c'est peut-être fou ce que je vais dire, mais en termes de jeu proposé dans cette Ligue 1 en ce début de saison, je trouve que Nantes fait partie des équipes qui proposent quelque chose, sincèrement, en termes de avec jeu, Nice, etc. Avec Marseille. Sincèrement, pour ceux en tout cas qui ont vu un petit peu Nantes jouer, il y a du jeu, donc c'est assez plaisant. Alors, il manquait l'efficacité. Là, elle était de retour, donc ça fait du bien. Et on en parlait un petit peu en off juste avant. Il ne faut pas oublier que Nantes a déjà joué Rennes, Lyon, Nice, Monaco, Angers. Alors, ok, tu as des équipes qui, pour le moment, font pas le boulot parmi les gros que je viens de citer, mais c'est que des équipes qui sont pas simples à manœuvrer. Donc, il y a eu un énorme début de saison aussi en termes d'équipes rencontrées. Et donc, ces 3 points font beaucoup de bien. Là, ils ont quelques matchs qui sont censés être plus à leur portée.
et c'est là qu'on pourra peut-être vraiment jauger le niveau de Nantes, et je pense que ils vont plutôt bien s'en sortir. Prochaine chronique de l'émission, c'est le débrief de PSG Lyon. On n'a pas fini d'en parler. Grosse affiche, gros match. Franchement, personnellement, je le dis tout de suite, moi j'ai trouvé que c'était un match très agréable à regarder. Zach, supporter lyonnais du coup. Dis-moi tout. On a vu passer tes tweets. Beaucoup de frustration, j'imagine, après cette défaite, quand même. Bah, au-delà de la frustration, non, je suis d'abord content de la performance de mon équipe. Ça, franchement, ça fait plaisir. Genre, on a essayé de jouer haut, on a essayé de presser constamment. Alors, à des moments, comme j'avais dit en première mi-temps lors de mon débrief, je trouvais qu'à des moments, on laissait peut-être un peu trop de liberté à Kimpembe pour relancer. C'était le seul qu'on cadrait pas. Sinon, le reste, en général, on était assez agressif au pressing, mais c'était plutôt bien. On a eu des intentions, tu vois, c'était propre. Même sur notre pourcentage de passes réussites, on était un poil en dessous de Paris, ce qui veut dire qu'on a avant tout essayé de jouer correctement avant d'essayer de balancer. Sauf sur la fin, c'était un petit peu plus effectivement compliqué vu que Paris pressait correctement dans la foulée de leur égalisation, mais au global j'étais content, vraiment. Karl Toko était en forme, le milieu a fait globalement une bonne performance, que ce soit Paqueta à la récupération, Guimarães, etc. Franchement, c'était très bon. Gusto, pour son 5e match en professionnel, fait un très bon match. Emerson également. Boateng, c'est mieux que contre les Rangers déjà. Enfin, mieux que son précédent match. Et de même que Denayer qui monte en puissance. Et ça c'est très positif. Il y a un mois à Lyon, quand on nous a quittés, on venait de se prendre 3-0 par Angers. On avait 0 recrues et des joueurs en méforme. Un mois plus tard, on a une équipe qui a fait des recrues, qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs et qui fait un match nul mal payé contre Clermont, et qui à côté de ça trouve des recrues qui réussissent à ramener un vrai plus à l'équipe, donc et qui montent en puissance, je dirais. C'est plutôt propre. Le premier but est mérité, dépassement de fonction de Paqueta, Karl Toko sur le côté qui confirme son retour en forme. Tu sens que son match contre les Rangers lui a fait du bien. Maintenant, je vais pas épiloguer sur le penalty. Pour moi, il y a pas penalty, il y a faute évidente de Neymar sur Gusto. Après, ça donne le penalty. Tant pis, c'est comme ça, c'est bon, on va passer à autre chose. Alors Quentin, toi, ce match-là, ce Lyon-PSG, toi, t'étais aussi plutôt d'accord avec Zach, bien sûr, oui. Jamais penalty par rapport à Neymar. Ce match, tu l'as vécu comment, toi? Très neutre en plus, vu que t'es pas du tout supporter ni de l'une ni de l'autre. Non, mais comme très souvent, plutôt agréablement surpris par la performance de Lyon face au PSG. C'est vrai que c'est une équipe qui, ces dernières années, est peut-être l'équipe, alors j'ai pas la stat exacte, mais à mon sens, c'est l'équipe en France qui prend le plus de points face au PSG. On a très souvent tendance à penser que ça va être quasiment une formalité pour le PSG, et finalement, l'OL arrive toujours à sortir des bons matchs avec un plan mis en place par le coach Peter Bosz qui a été plutôt intéressant, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Essayer de conserver le ballon au maximum, avoir un petit peu de possession et ne pas laisser le PSG aux alentours des 70% de possession comme ils ont l'habitude, sinon tu fais que subir. Et forcément, quand tu as le ballon et que tu acceptes de le porter un petit peu plus haut et de construire, tu t'exposes beaucoup moins à des phases offensives du PSG, même si forcément le PSG, avec les qualités du PSG, arrive à se procurer des occasions ou à au moins venir errer comme ça dans les 25 derniers mètres lyonnais. Mais non, moi je suis plutôt optimiste pour cette équipe lyonnaise. Juste un truc peut-être sur l'OL que moi je voulais rajouter ou appuyer, c'est vraiment cette volonté de défendre en avançant. Ça, moi ça m'a vraiment fait plaisir de la part de l'OL, parce que c'est vrai qu'on réclame beaucoup ça en Ligue 1, on réclame des équipes qui jouent, on réclame des équipes qui proposent des choses, et de plus en plus, moi j'ai l'impression qu'on le voit. On voit des équipes qui arrêtent de se retrancher, de se regrouper, de se dire que c'est le PSG, que sur un contre ça va passer. Non, là on a vu un l'OL regarder le PSG dans les yeux, ça fait plaisir, et des joueurs qui pas forcément qui se sont révélés, mais en tout cas qui ont vraiment pris un petit peu la mesure de ce match-là. C'est un match important. C'est pas parce que le PSG, tu te dis qu'ils sont dans une autre galaxie que tu peux pas venir tenter des choses contre eux, tu vois. Le match de Malo Gusto, on l'a tous aimé. Paqueta, moi je vous en ai parlé très vite cette saison. Je pense vraiment que ce joueur, il faut construire autour de lui, et je serais très heureux s'ils arrivaient à le garder pour plusieurs années, parce que il me semble que ce mec-là peut être vraiment l'avenir et peut être au centre du projet de l'OL. C'est un joueur qui a tellement de qualité. Ça a été beaucoup souligné. Non, franchement, j'ai aimé en tout cas cette volonté de proposer le match. Après, c'est vrai que le match il tourne sur des faits de jeu, il tourne aussi sur une fin où voilà, à un moment donné, quand t'as du talent en face, il en suffit d'une, et malheureusement ça peut tourner sur ça.